Les dernières nouvelles, oui, de Yevgeny Prigojine, acclamation générale. Jusqu'où ira la vengeance du Kremlin? Si vous avez aimé hier les liasses de billets et les lingots d'or, vous allez adorer le nouvel épisode proposé par la télévision russe pour discréditer Prigojine, pour persuader évidemment les Russes qu'il est un traître, qu'il est un corrompu, qu'il est un vendu et qu'il a des petits secrets un peu étranges. Qu'a fait la télévision russe? Elle nous fait maintenant découvrir l'un des palais de Prigojine et pas n'importe lequel. Ouvrez grand les yeux, visite guidée. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a la mise en scène dans la présentation de ces images à la télévision. Oui, ça se passe, David, dans une des émissions russes les plus connues, 60 minutes. Le journaliste présente ces images et clairement, il le dit, c'est la preuve du passé criminel de Prigojine. Alors que découvre-t-on, David? Vous allez le voir. La télévision russe nous montre d'abord l'arrivée. Le parc gigantesque qui entoure la maison avec des sapins, une haute clôture verte, l'allée majestueuse, l'héliport qu'on aperçoit ici, l'hélicoptère personnel de Prigojine. Nous entrons ensuite à l'intérieur dans ce qui ressemble à la pièce principale, tout en marbre. Elle fait au moins 100 mètres carrés, plusieurs mètres de hauteur sous plafond, un immense tapis, 3 canapés, 4-5 places, un écran plasma monumental. Vous l'avez aperçu, des dorures partout. La visite se poursuit au pied de l'escalier, cette fois un piano à queue vernie, des chandeliers, vous le voyez, de la démesure, du kitsch. Ici, par exemple, regardez cet étonnant alligator empaillé. On passe ensuite à l'étage avec cette immense verrière où, rien que sous cet angle, vous voyez, on aperçoit 5 portes. Visiblement, Prigojine aime aussi jouer au billard. Là, vous allez découvrir une grande cuisine, un gigantesque lustre et on arrive au clou du spectacle, la piscine intérieure. Regardez, un toboggan, s'il vous plaît, sur le côté et dans le fond, une table de massage. Dans la pièce adjacente, ce jacuzzi. Et dans la suivante, une salle de sport avec notamment un banc d'abdominaux et des poulies. Et puis, comme dans tout palais russe, la salle de prière et de cérémonie. Des icônes orthodoxes accrochées au mur. Ici, la Vierge Marie, Jésus à côté. Dans ce palais, Prigojine conserve aussi les témoignages de ses décorations, de ses distinctions. Regardez cet uniforme bardé de médailles. On découvre ainsi qu'il a été distingué comme héros de la Fédération russe, le plus haut titre honorifique du pays. Dernier arrêt avec une pièce entièrement médicalisée. Vous le voyez, comme une chambre d'hôpital. Bon, peut-être qu'elle sera mise en vente. Jean, Bernard, Anne, Dominique, si vous êtes intéressés, on peut organiser des enchères. En quoi cette visite est-elle présentée comme... En quoi cette villa est-elle présentée comme accablante pour Prigojine par la télévision russe, Aurélie? Eh bien, David, les journalistes de la télévision russe insistent sur cette masse. C'est le symbole de Wagner, symbole de cruauté. Rappelons que le châtiment de la masse est réservé notamment aux déserteurs. Le tout non sans dérision. Ainsi, cette inscription sur la tête de la masse en cas de négociation importante. Le châtiment de la masse, on vous brise le crâne avec la masse. Voilà. Et cette visite accrédite aussi l'idée que Prigojine est un gangster à l'intérieur. La police russe a exhibé des dizaines d'armes d'assaut et de poing, de multiples chargeurs et puis l'argent, bien sûr, encore l'argent. Hier, on parlait des liasses de billets, des lingots d'or. Eh bien ici, 2 autres lingots et des centaines de dollars. Mais il y a davantage encore. La télévision russe s'attarde sur cette découverte, un grand placard rempli de perruques, de styles et de couleurs différentes, du blond, du gris, du brun. À quoi servait-elle? Prigojine aimait-il se grimer? Était-il amené à se cacher? C'est ce que laissent supposer ces photos très personnelles du chef de Wagner, diffusées par ailleurs, avec, vous le voyez, fausse barbe, grosses lunettes, même fausse mèche. Un vrai carnaval. Confirmation un peu plus loin avec la collection de passeports. Certains avec le don de Prigojine et un autre visage, d'autres avec le visage de Prigojine et une autre identité. Bref, si les Russes n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un fourbe, d'un corrompu qui s'est enrichi sur leur dos, c'est vraiment qu'ils ne croient pas en ce que dit la télévision russe. Restez avec nous, Aurélie, on n'a pas tout à fait terminé, mais marquons une pause. Bernard, Anne, vous qui connaissez bien les Russes, est-ce que ça choque, c'est susceptible de choquer les Russes? Mais je ne crois pas.
Parce que en réalité, les Russes savent très bien que tous les oligarques et les hiérarques du régime vivent de la même manière. Et d'ailleurs, on a toutes les vidéos qui ont été publiées à maintes reprises par le passé par Navalny, qui est actuellement en prison. Mais Navalny, avant d'être en prison, il a diffusé des vidéos en très grand nombre sur le palais de Poutine, le palais de Medvedev. Donc les Russes savent tout ça. Alors il y a quand même très clairement une tentative de décrédibiliser complètement Prigojine en tentant de montrer qu'il y a une contradiction entre le discours qui a été tenu par Prigojine contre la corruption du haut commandement militaire et la façon dont il vit. Je ne suis pas sûre que ça marche véritablement, parce qu'en fait, le sens du propos de Prigojine, c'était de dénoncer la corruption, mais c'était surtout de dénoncer l'incompétence du haut commandement militaire et le fait qu'il soit très riche. En réalité, en Russie, les élites sont riches et puis c'est tout. Ça ne choque pas plus que ça. Et même parfois avec un luxe extravagant comme celui-là. Alors les perruques, c'est peut-être un peu autre chose, ça. C'est un peu étrange. Le général Trinquant est intéressé. Oh, bravo. Vous avez le droit de dire attention, pas d'attaque. Je répète ce que disait toujours mon grand-père. As-tu déjà vu de l'herbe pousser sur un volcan ? Pas mal. Bernard. Vous savez, ces images-là, on dirait véritablement une maison de gardien, je dis bien une maison de gardien, à côté du palais que s'est fait construire Poutine. Une maison de gardien. Ah mais vraiment, vraiment, écoutez, vraiment. Écoutez, on dit un grand salon. Attendez, le salon, plutôt les salles d'apparat du palais de Poutine, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et ces images, les Russes les avaient vues, mais alors vraiment par dizaines de millions sur Internet, parce que ça avait eu un énorme succès, quand M. Navalny, le principal opposant à M. Poutine, les avait diffusés. C'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas un Russe qui ignore que M. Prigojine ait été une créature de M. Poutine. M. Poutine lui-même l'a rappelé en disant coup de couteau dans le dos, le traître, etc. Eh bien, voilà ce qu'est un ami de M. Poutine. Voilà ce qu'est une créature de M. Poutine. Les crocodiles, les perruques, les faux passeports, parce que n'ironisons pas sur les perruques, elles sont évidemment faites pour les photos des faux passeports, naturellement. Et donc tout ça, les Russes vont être un peu plus encore saisis de dégoût devant ce monde qui se déchire. Mais pourquoi des faux passeports Pourquoi des faux passeports, Bernard ? Pourquoi des faux passeports ? Mais parce que cet homme devait savoir qu'un jour ou l'autre, il pouvait être amené à fuir et à passer des frontières illégalement, bien entendu. Dans le dos des autorités russes. Dans le dos des autorités russes. Ça peut être porté à son débit, effectivement, non. Aux yeux de l'opinion russe. Non, les crocodiles s'entre-dévorent dans le marigot. C'est comme ça qu'on réagit. Non, écoutez, vraiment, comme le disait Anne Tanguy, les Russes savent très très bien que tous les gens haut placés depuis 30 ans, depuis 25 ans on va dire, en Russie, sont des gens multimillionnaires, multimilliardaires très souvent, et dont la moralité est, on va dire, discutable. Et ils s'en accommodent. Ah non, c'est pas qu'ils s'en accommodent, c'est qu'ils sont indignés collectivement. Et que donc, quand la télévision russe montre la fortune de M. Prigojine, on se dit, voilà, c'est comme tous les autres. Comme tous les autres, ni c'est plus comme ni tous les moins, autres. Général Trinquant. Oui, mais c'est comme tous les autres, mais effectivement, Donc la réaction, c'est étonnant, parce que c'est montré sur les écrans pour discréditer Prigojine. Sauf que dans la population russe, ça n'a pas cet effet-là. Ils sont tous pareils. Exactement. Ils ont tous ça. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils aient pu s'imaginer que ça allait discréditer Prigojine. Ça veut dire qu'ils ne savent pas vraiment ce que pense la population, ni ce que voit la population. Absolument. C'est sous le manteau. Tout ça se passe sous le manteau. C'est l'univers du mensonge, en fait. Ou peut-être que Prigojine, en s'affichant régulièrement au contraire de Shoigu, au contraire de Poutine, aux côtés des soldats, et souvent dans l'habit militaire, dans le simple habit militaire,
Prigojine tentait d'entretenir l'idée que lui, il était différent. Et du coup, c'est le remettre au même niveau que les autres. Oui, mais David, il faut être sérieux. Je veux dire, on sait très bien que les gens qui dirigent les soldats, ils savent très bien que les généraux vivent mieux qu'eux, savent bien que leurs ministres vivent mieux qu'eux. Donc, et je crois que le truc, vraiment, enfin, c'est la chose très importante, c'est quand on voit cette ville-là, oui, c'est somptueux par rapport, je dirais, somptueux. Non, c'est d'un mauvais goût total, hein, quand même. C'est terrifiant. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est quand même, non, mais on voit bien le mauvais goût russe, c'est quand même assez fascinant. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au mauvais goût moyen-oriental, on va dire, globalement. Mais le bling-bling, le clinquant, on peut trouver ça aussi dans nos contrées. Hein. Oui, enfin, ça fait penser un peu à la AK-47 en or qu'on avait vu exhibée en Arabie Saoudite par un prince quelconque. Mais quand on compare, encore une fois, et je crois que là Bernard a raison, au palais qu'a Vladimir Poutine, c'est rien, c'est vraiment une massure, une bicoque. Une maison de gardien. Une maison de gardien, je trouve que l'expression est excellente. Donc pour les gens, c'est oui, il est riche, mais finalement, regardez, ça ressemble à, je dirais, un pavillon de banlieue américaine, un peu réussi, c'est dans Desperate Housewives. C'est pas Versailles. Hein. C'est pas Versailles, c'est ça. Moi, franchement, En tout cas, c'est une série. Et alors, les perruques, malgré tout, les perruques et les passeports, ça en fait partie. Ouais. Aurélie, on vous retrouve parce que au même moment, la fable prend fin, la croyance prend fin. Non, Prigojine n'est pas en Biélorussie. Il est en Russie. Oui, c'est Alexandre Loukachenko qui jette ce pavé dans la mare. Écoutez. Что касается Евгения Васильевича Викторовича, да? Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет. Voilà, et rappelons que Prigojine n'est pas réapparu depuis le coup de force avorté de Wagner le 24 juin. Les 2 seules photos où certains ont cru le reconnaître ont donc été prises sur le territoire russe. Cette hypothèse biélorusse agitée pendant 10 jours était visiblement un leurre. Merci Aurélie. Il faut rappeler que quand une partie de son patrimoine financier lui a été restituée, on en parlait hier, il n'est pas venu le reprendre en personne, c'est son chauffeur qui est venu. Bref, Loukachenko, rappelons-nous, avait affirmé « Oui, il est sur le point d'arriver chez nous, il est là ». Finalement, est-ce que tout ça n'était pas un vaste écran de fumée, Anne ? Alors là, on est vraiment dans une histoire qui est tout à fait extraordinaire. Il s'agit d'un traître, de quelqu'un qui a été désigné par Vladimir Poutine comme un traître. Et en Russie, dans la Russie poutinienne, on sait ce qui arrive aux traîtres. Ils sont en prison, ils sont en exil, et généralement, oui, de temps en temps, on les empoisonne ou ils tombent par la fenêtre. Là, rien de tel. Monsieur Prigojine, on ne sait même pas où il est, et Monsieur Peskov, le porte-parole du Kremlin, dit que le Kremlin ne cherche pas à savoir où est Monsieur Prigojine. Attendez, il y a un traître qui a fait une rébellion et le Kremlin dit qu'il ne cherche pas à savoir où est Monsieur Prigojine. L'affaire est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, quelle est la clé, Anne ? Quel est le compte ? C'est toujours pas, 10 jours après cette tentative de rébellion, quel est le contenu de l'accord qui a été signé. Alors, ce qu'on voit très clairement aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une négociation en coulisses et que M. Prigojine n'est pas si facile à éliminer que cela. M. Prigojine, très clairement, est une menace pour le régime de M. Poutine. Bon, il y a eu cette tentative de rébellion. Il y a aussi, quand on regarde les enquêtes qui ont été faites, il faut toujours les prendre avec une immense prudence, celle de Levada comme d'autres. Mais n'empêche que ces enquêtes montrent très clairement que M. Prigojine est tout à fait maintenant identifié par les Russes, que la population a suivi de très près cette affaire et que d'autre part, aux yeux d'un certain nombre des Russes, eh bien, le regard qu'ils portent sur M. Prigojine s'est amélioré. Alors, je ne dis pas qu'il y a un nombre très important, d'après ces enquêtes, de gens. Mais vous voulez dont le dire, regard c'est ce s'est qui amélioré. procure à Prigojine une immunité ? Mais ça contribue. Ou bien c'est parce qu'il y a des secrets partagés avec Vladimir Poutine ? Les deux. Il est une menace et malgré ça, il n'est pas ni en prison ni assassiné. C'est donc qu'il a des documents compromettants, des affaires compromettantes qu'il a entre les mains et que M. Poutine, en fait, a une marge de manœuvre qui est limitée dans cette affaire. Ce sont des déductions.
ce sont des déductions, mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est très étrange C'est très de voir que dans la étrange. Russie d'aujourd'hui, un traître est toujours en vie, C'est-à-dire, même si on n'a pas de signe de vie. Hein. très concrètement, le régime est ébranlé par cette affaire. Monsieur Poutine n'a plus le contrôle de la situation qu'il a eu, semble-t-il, pendant longtemps. Et donc, bien, l'affaire n'est pas du tout close. Alors, Monsieur Poutine essaye de montrer que, justement, l'affaire est close. Il parle à maintes reprises, et on le voit à la télévision. On l'a encore vu hier avec cette petite fille du Daghestan, une scène qui était honnêtement parfaitement ridicule. On l'avait vu déjà au Daghestan avoir des bains de foule, ce qui est pour lui tout à fait inhabituel, mais ça ne cache pas la réalité. La réalité, c'est que l'affaire n'est pas close et que M. Prigojine reste. C'est pas un caillou dans une chaussure, c'est une menace pour le régime de M. Poutine. Est-il vraiment affaibli? Pour nous, qui déduisons du fait qu'il a pu laisser quelqu'un le défier à ce point, allant jusqu'à 300 km de Moscou sans être arrêté, et qui visiblement est toujours en vie, pour nous, c'est un affaiblissement. Mais pour les Russes, au fond, est-ce qu'il est vraiment affaibli? Oui, Général les mesures qu'il est en train de prendre montrent à l'évidence qu'il est affaibli. D'abord, les multiples discours répétés envers l'armée. L'armée qui n'a pas été très fiable. Elle n'a pas franchi le Rubicon, mais elle a laissé faire. Deuxièmement, le renforcement de la garde nationale, qui n'est pas l'armée. Et cette garde nationale est renforcée aujourd'hui. On va lui donner des chars qu'elle n'avait pas, des équipements qui lui permettraient de lutter contre l'armée. Vous imaginez, on est en train de créer une compétition à l'intérieur des forces russes. Je crois, pour revenir à votre question sur M. Prigojine, qu'il doit avoir un sacré dossier sur le président Poutine. Et que le président Poutine se méfie, pas que lui d'ailleurs, d'autres probablement, des dossiers qu'il doit avoir et qui ne sont pas dans son attaché-caisse avec lui, mais quelque part, un notaire à Zurich. Et qui pourrait être lâché s'il avait un problème. Et dernier point, je pense que la négociation est toujours en cours. La négociation est toujours en cours. Alors Wagner, avec ses différents modules, j'ai des informations d'Afrique, où des gens de Wagner quittent l'Afrique. Les gens de Wagner quittent l'Afrique? Oui. Alors, suivant une modalité particulière, c'est qu'on leur a dit, maintenant, vous rejoignez l'armée, vous signez un engagement, ou vous rentrez. Et donc, il y en a qui ont refusé de signer un engagement. Hier, à 2h du matin, un avion a décollé de Bangui avec des gens de Wagner qui quittaient la Centrafrique. Mais donc, l'armée russe, l'armée régulière russe, peut prendre le relais de Wagner? C'est la question. Non. Vous savez qu'on disait, bon, on va changer le nom. Il y a quelques chefs de Wagner qui s'occupent très bien de l'Afrique, Mali, des subordonnés de Prigojine, qui pourront le prendre en compte. Donc, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, concrètement, on demande aux gens de Wagner, comme ça a été proposé, souvenez-vous, pour aller en Biélorussie, ou pour aller continuer à combattre en Ukraine, vous rejoignez l'armée, ou sinon, vous rentrez chez vous. Information intéressante, un avion a décollé de Bangui avec à son bord donc les milices, les miliciens. Pas tous, hein, pas mais tous. Quelques-uns. Voilà, ça concerne aussi ceux qui sont outre-mer, si j'ose dire. Vous savez, David, moi, Bernard. ce qui me frappe le plus ce soir, c'est ce petit sourire en coin du président bélorusse, M. Loukachenko, qui est un vassal de M. Poutine et qui se permet ce soir d'ironiser. Ah ben, je ne sais pas où il est. Ça veut dire qu'il nous dit, sans le dire, il y a un tel, on va dire une telle pagaille à Moscou que moi, je ne sais plus où ils en sont. Et quand M. Loukachenko, vraiment vassal de M. Poutine, en arrive à se permettre d'ironiser sur la pagaille à Moscou, je me dis que vraiment, elle est grande, elle est profonde. Et puis, il y a une deuxième Vous y voyez une forme de défi ou d'ironie de la part de Loukachenko? Ah oui, de la part du vassal. De défi, je ne sais pas, mais d'ironie, certainement. Et encore une fois, s'il se permet cette ironie, c'est que la pagaille est très très grande. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que Anne Tinguet avait tout à fait raison de dire qu'on voit qu'aujourd'hui, Poutine n'a pas les moyens, j'entends les moyens politiques,
d'arrêter ou de faire assassiner Prigojine. Il ne peut pas. Il ne peut pas, parce qu'autrement ce serait fait. C'est très simple. Mais Si est-ce ce que n'est pas fait, c'est russe qu'il le ne peut perçoit pas. Est-ce que Pardon l'opinion russe le perçoit? Est-ce que les dirigeants russes, l'entourage de Poutine le perçoit? Mais Parce certainement. qu'on voit à quel point, depuis le début de cette invasion, les discours artificiels, les réalités réinventées peuvent finalement devenir Moi, je la ne réalité. suis pas si certain qu'elles impriment. C'est ce qu'on dit généralement. Moi, je ne suis pas si certain qu'elles impriment, en tout cas pas dans les proportions. Moi, je rappelle toujours, si vous étiez, vous, David Pujadas, un Russe moyen, qu'un enquêteur de l'Institut de sondage arrive chez vous et vous dit « Alors, est-ce que vous aimez Monsieur Poutine ?» Mais vous répondrez « Moi aimer Monsieur Poutine, j'adore Monsieur Poutine. Je l'adore. J'adore Monsieur Poutine. » Écoutez, pourquoi prendre un risque en répondant ce qu'on pense? Non, non. Alors, il y a certainement des Russes qui soutiennent M. Poutine et l'invasion en Ukraine, mais à 70%, je n'y crois absolument pas, ni de près ni de loin.